Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois ma première invitée qui est Annie Bossé. Elle vient nous parler du projet Baromètre et de l'expérience qu'elle a eue en France avec ce projet-là. On va en apprendre un peu plus dans quelques instants. À l'Espresso allongé, le sujet, c'est le stress urbain. On a en début de deuxième demi notre collaboratrice Eve Cardinal qui vient nous parler de Facebook et des nouvelles applications en rapport avec la santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Dumas et la chanson, c'est Ne me dis pas. Bienvenue à Folie douce. Depuis maintenant 25 ans, Folie douce démystifie les problématiques de santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Annie Bossé. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. Tu vas nous parler aujourd'hui du projet Baromètre, mais surtout de l'expérience que tu as vécue en France. Ça s'est exporté, ce projet-là. Bien, d'abord, j'aimerais ça que tu me dises quel est ton titre et comment on peut te présenter finalement. En fait, je suis intervenante par aidante au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et cette année, je suis responsable de l'implantation du projet Baromètre au CHUM. Et en fait, je suis comme praticienne-chercheur prêtée par l'Institut de première ligne santé et services sociaux de CHUS de l'Estrie. Donc, on est en collaboration avec l'équipe du Baromètre là, pour faire la belle implantation du Baromètre. Parce que c'est né là, le Baromètre. Oui. Le projet Baromètre, c'est né en Estrie. Oui. C'est un projet assez innovateur, en fait, c'est un projet pilote, d'une certaine façon. Quand on s'en est parlé il y a quelques mois à l'émission, c'est un projet pilote, ça allait évoluer. Peux-tu nous restituer ce que c'est le projet Baromètre? C'est très intéressant, puis c'est éventuellement quelque chose qui va peut-être s'implanter parce que c'est un projet innovateur dans sa façon de faire. Donc, comment tu peux nous le présenter? En fait, c'est parti de... Bon, ça a toute une historique, là, mais ça a parti... Si on regarde, il y a 2 ans, il y avait un prototype du projet Baromètre qui était fait, qui était expérimenté auprès de l'École des adultes à Sherbrooke. Et, moi... en santé mentale, avec les gestionnaires et tout ça, on a proposé de l'essayer, expérimenter avec des utilisateurs de services. Et c'est, dans le fond, un outil qui permet de valider la qualité de vie des gens, évaluer un petit peu. Eux s'auto-évaluent pour leur qualité de vie. Ça donne une image de la qualité de vie pour ensuite faire un plan d'action et avoir aussi une image de leur réseau social dans le but là, de réaliser leur projet puis vraiment voir leur évolution dans le temps. Et ça fait 2 ans que c'est expérimenté. Il y a eu des belles retombées, des belles choses qui se sont passées, des gens qui ont eu des belles évolutions de leur santé globale. Et ils en sont présentement pour l'outil à Sherbrooke dans une validation qui termine un peu un certain projet pilote là, cette année à l'outil le plus... un outil numérique le plus validé là, jusqu'à maintenant. Fait que c'est intéressant. Il y a comme 13 échelons. Je ne veux pas me tromper, là, mais il arrive à une finalité là, cette année dans la validation pour la prochaine année. Parce que le but, c'est de dire on développe un outil qui pourra s'exporter. On va en parler tantôt en France, mais même ici, là, parce que dans le fond, on parle d'une région, mais idéalement, si ça a fait ses preuves, ça serait bien de pouvoir l'implanter ailleurs. Là. Ce que ça fait, c'est que la personne saisit où elle est rendue dans sa qualité de vie et qu'est-ce qu'elle veut prioriser pour travailler, pour comment elle veut rendre sa vie, à quel niveau elle veut travailler, et de ça, d'une façon à être accompagnée par un intervenant. Donc, c'est ça peut être exporté facilement en France dans les milieux où ils travaillent en accompagnement avec les gens. Oui, parce que ça donne un portrait clair, net et précis à la personne, aux gens qui travaillent avec elle, les intervenants alentour de la personne qui a des problèmes de santé mentale. La personne réalise ses forces et faiblesses et tout ça. Donc, ça donne vraiment comme un outil qui va permettre justement de travailler sur les bonnes choses. Oui. Ça simplifie, en fait, l'approche. Exactement. Puis l'approche, en fait, est issue un petit peu de l'approche de personnalisation. Bon, on met l'accent sur les forces de la personne, sur ses capacités, sur ce qu'elle veut. Et il y a toute une documentation qui est faite là, au niveau de l'équipe de Sherbrooke à travers tout ça qui évolue là, depuis
4-5 ans. Oui. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant pour les personnes d'avoir un accompagnement axé sur leur établissement, là, qui est vraiment axé sur leur mieux-être. Leur mieux-être, exactement. Ouais, c'est oui. ça. Donc, tu as participé à un beau projet, un voyage en France pour pouvoir aller... c'était quoi le but, en fait, du voyage? Ça a eu lieu en juin 2016, je pense. Oui, en juin 2016, en fait, c'est M. Paul Morin qui est le directeur de la recherche du projet Baromètre aussi du comité et qui est allé, c'est un département du G21 qui est à Lille, en France, qui est par l'OMS reconnu comme un des... un centre par excellence là, dans la santé. Un peu de région phare là, en termes de santé mentale. Là, exactement. à Lille, Et dans le fond, il est allé parler de cette formation-là qu'on avait développée un peu, comment utiliser le baromètre. Et l'engouement a fait des petits, puis ils nous ont invités pour pouvoir l'implanter. Maintenant, on est allé une semaine. Les gens ont apprécié énormément parce que eux, ils axaient beaucoup leur intervention sur la collaboration, le partenariat de soins déjà auparavant, depuis plusieurs années. Je pense que c'est une trentaine d'années. Mais de saisir ce que les gens vivent de l'intérieur, c'est pas toujours facile. Donc, c'est un outil qui permet de saisir vraiment ce que la personne perçoit et après ça, pouvoir aller plus loin. Donc, ils ont vraiment adhérer à la formation, puis d'une façon, on a eu beaucoup de plaisir à la donner. Une vingtaine de personnes d'ambassadeurs ont été formées, puis eux ont le mandat présentement de former les membres de leur équipe pour que ça soit implanté dans tout leur département. Donc, finalement, on l'implante presque plus rapidement en France qu'au Québec, si je comprends bien aussi. Certaine façon. Oui, bien, en France, en fait, dans ce département-là, ça fait longtemps qu'ils travaillent avec la philosophie, beaucoup au niveau c'est ça, tout au niveau de rétablissement, personnalisation des soins et tout ça. Donc, c'est sûr que les ingrédients gagnants de l'organisation, l'ouverture, autant des intervenants, des gestionnaires que de toute l'organisation étaient là au départ. Ils sont déjà axés vers là, ils vont déjà dans cette direction-là. Oui, donc c'est l'ingrédient gagnant qui est là, qui permet de bien diffuser, en fait, l'implanter. Là. Puis présentement, c'est sûr qu'au Québec, on est dans une réforme qui demande beaucoup de changements, un nouveau projet, c'est pas évident. Ouais. Donc, c'est pas que les gens sont pas intéressés, mais il y a tellement de nouveautés, tellement de restructuration avec les nouveaux CIUS que, bon, peut-être que c'était un petit peu plus... on n'a pas le même processus. Non, on n'est pas dans la même... pas le même. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça, la volonté est là. On a toujours, depuis des années, même depuis nos débuts à l'émission, on parlait déjà de dire on met la personne au centre, on veut que les intervenants travaillent pour la personne. L'idée était toujours là, mais de l'appliquer correctement. Peut-être, comme tu dis, la France a un cheminement complètement différent de nous, là, peut-être des plus innovatrices à ce niveau-là, en tout cas, de ce côté-là. Ce que je sais, c'est que c'est pas partout en France qu'il y a de l'ouverture comme ça non plus. À Lille, c'est un cas, la ville de Lille, c'est un cas spécial. Ça, oui. Mais il y a quand même présentement des demandes qui ont été faites, qui venaient de la France, parce qu'on a eu une journée aussi à l'OMS où on a présenté le projet Baromètre à d'autres régions de la France et ils ont beaucoup apprécié. Ils ont fait certaines demandes là, dernièrement pour éventuellement recevoir, implanter le baromètre. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est ça? Oui, avait une journée à ce moment-là où on a, au moment dans où la semaine là, où on y a été, et on a pu faire une présentation à plusieurs des partenaires qui étaient autour, dans les régions autour de l'île, de la France, de cette région-là. Et c'est ça, c'est que ça a permis de faire un petit peu plus connaître, puis ça met un peu un engouement de vouloir l'implanter. Et ça sera à suivre dans la prochaine année, là, parce que c'est certain qu'il y a de l'ouverture, donc c'est intéressant. C'est bien reçu. Oui. Puis comme tu nous disais, la fois d'avant, quand tu es venu à notre émission pour nous parler du projet, c'est que les personnes qui font je pense, une série de questions, justement, dans différents domaines de sa vie, travail, sentiments, etc., les personnes, souvent, réalisent que leur vie n'est pas si moche que qu'est-ce qu'ils pensaient de leur vie. Ouais. Puis je ne sais pas si là-bas, ils ont saisi ça, parce que moi, c'est ce qui m'avait plu de ce projet-là. Je me disais, si on
peut au moins faire le déclic chez la personne qui a des problèmes de santé mentale, que sa vie est peut-être moins noire que qu'est-ce qu'elle croyait qu'elle était, à cause qu'elle voit vraiment le portrait, puis elle se dit, il y a peut-être juste 2-3 choses que je pourrais travailler, puis finalement, je suis pas si mal, là. Oui, puis c'est particulier, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, par expérience, là, quand moi j'avais j'avais des idées noires puis tout ça, ben, je voyais pas qu'est-ce qui allait bien. Fait que si j'avais eu, par exemple, ce questionnaire-là à faire, puis que j'aurais vu que ma vie, c'était pas si pire que ça, parce que, en général, c'est l'image, la qualité de vie qu'on voit et vers l'extérieur, vers la satisfaction. Ben, probablement que ça m'aurait aidé à... Comme présentement, j'ai aidé quelqu'un qui avait des idées noires et qui, lui, a eu justement cette prise de conscience. Ma vie, elle va pas si pire que ça. Et ça lui a donné le guts puis l'énergie pour se mobiliser vers l'action, c'est-à-dire aller faire une recherche d'emploi, se mettre dans l'action pour être plus, justement, actif dans sa vie. Mm-hmm. Donc, oui, ça peut avoir un effet très bénéfique, là. Oui, effectivement. C'est pour ça que le projet Baromètre a tout intérêt à se développer un peu partout. Puis, normalement, donc, tu parlais un peu de la fin d'un cycle, en tout cas, un peu comme la boucle qui va comme se refermer, dans le fond, sur le projet pilote. Quels sont les projets des fondateurs? Tu parlais de Paul Morin tantôt. Mm-hmm. Comment ils voient ça? Comment ils voient la suite du projet Baromètre? En fait, c'est certain que boucler la boucle de la validation est une étape importante. Mais je pense que pour que les professionnels, les gens qui utilisent le projet Baromètre pour accompagner aient une formation qui est adéquate, bien, il y a un guide qui est en train de se faire. Suite à notre passage en France, j'ai eu, et avec les gens avec qui on était, on a eu l'idée de donner plus d'informations aux gens sur un guide, puis ça va être travaillé durant l'année. Ouais. Donc, ça va prendre ça, effectivement, pour pouvoir bien le rendre, pour pouvoir le diffuser, en fait, pour pouvoir bien le faire connaître. Oui, puis sur le site, des tutoriels aussi ont été mis. Comment faire l'ouverture de la session à un utilisateur, comment faire le plan d'action. Toutes des choses très simples, efficaces, mais qui permettent à un accompagnateur de pouvoir bien savoir comment bien accompagner en ayant l'approche de personnalisation aussi qui est au cœur de tout ça. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se mettre en place? Je sais pas, moi, je suis un intervenant dans un organisme et puis je pense que les gens qui viennent pour les services de l'organisme sont aptes à passer à suivre un peu ce programme-là. Est-ce que ça s'applique ou c'est encore trop tôt? On est encore à l'étude, en fait. On n'est pas au moment où on pourrait le diffuser puis le mettre en pratique à la demande, là. En fait, il y a quand même pas mal de matériel pour, oui, le mettre en pratique. Ça, ce qui est l'étape actuelle, c'est l'investissement que les organisations veulent bien mettre financièrement pour avoir la formation et bien utiliser avec l'approche. Ouais. Fait que je pense que on est plus... Mais c'est disponible. Quelqu'un qui veut s'impliquer, aller dans cette direction-là. Oui, et c'est au besoin. En fait, on a communiqué au www.projetbaromètre.com. Là-dessus, il y a les adresses de Pierre-Luc Bossé et Paul Morin qui peuvent, eux, prendre les demandes au besoin, les analyser et proposer quelque chose en fonction du besoin de l'organisation. Et sur ce même site-là, on peut découvrir ce que c'est, avoir peut-être des exemples, en tout cas tu parlais de tutoriels, mais il y a différents documents qu'on peut regarder, là. Il y a une vidéo d'environ 6 minutes qui explique c'est quoi le projet Baromètre. Des tutoriels, puis les coordonnées. Les coordonnées. C'est excellent. Merci beaucoup, Annie, d'avoir été des nôtres. C'est intéressant de nous avoir parlé du projet Baromètre et de ton expérience en France. Alors, bonne continuité. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604. Nous y allons maintenant avec le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, ton sujet, c'est le stress urbain. Le stress urbain, oui. Est-ce que c'est plus stressant de vivre en ville ou à la campagne? Plusieurs disent que oui.
Ben moi, je suis un gars de la qu'on se ville, trompe. puis je me verrais pas vivre en campagne. Il y a, Ça- il y a probablement des stresseurs dans les deux D'autres types de environnements. stress, ouais, c'est ça. Chacun son stress. L'ennui Ouais. peut être un grand stresseur. Puis ça varie en ville aussi. Il y a des Ouais. milieux plus stressants que d'autres. Là. Oui, d'accord. Mais je vais vous lire quelques passages d'un article écrit par Mme Sophie Allard, qui est journaliste au journal La Presse. Elle nous dit, tout d'abord, je vais citer le docteur Robert Béliveau, qui est un omnipraticien. Il nous dit, c'est assez clair qu'on est plus stressé en ville, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'occasions de l'être, ne serait-ce que la circulation, le bruit, la lumière et l'énergie humaine. Les hyperstimulations sensorielles sont omniprésentes et constantes. On croit s'y adapter à un point tel qu'on finit à tort par les oublier. Il y a M. Pierrick Plusquelec, qui est co-directeur du Centre d'études sur le stress humain de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il nous dit « On n'est généralement pas conscient du stress que l'on vit au quotidien et qu'on accumule. Ça finit par nous taxer à la longue. Le stress est une réponse physiologique du corps à une menace. Il nous dit « Quand notre cerveau perçoit une menace, il y a une décharge de cortisol. Ces menaces surviennent en fonction de la façon dont notre cerveau interprète notre quotidien. On perçoit une menace en présence de l'un des 4 critères suivants: l'absence de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et la menace de l'ego. M. Plusquelec nous dit tous les éléments de l'urbanité, comme le fait de vivre les uns sur les autres ou de dépendre des structures de la ville, créent de nouvelles situations potentiellement stressantes. » Oui, il est marqué au début la surstimulation des fois. Oui. Dans les cas exceptionnels de logement insalubre, par exemple, ou d'infestation de punaises de lit, le niveau de stress monte en flèche. Puis il y en a eu beaucoup aussi. Ça, c'est effectivement très stressant pour les gens. On peut comprendre pourquoi. Ouais. Il mentionne-tu aussi des fois, le stresseur, c'est tu vis dans un coin où est-ce que la laideur urbaine est particulièrement frappante. Non, ça, on n'en fait pas mention. Oui, c'est vrai qu'il y a des coins qui sont laids. Il y a Mme Christine Lance, qui est candidate à la maîtrise. Elle consacre son mémoire au mouvement de migration des citadins de 25 à 44 ans vers la campagne. Et elle nous dit, ils partent avant tout pour une meilleure qualité de vie. Ils veulent une vie moins stressante. Ils ne se plaignent pas de leur environnement immédiat, mais plutôt d'une vie professionnelle urbaine trop stressante. Le docteur Béliveau continue en disant « Malgré la densité de la population, on trouve aussi beaucoup d'isolement en ville. On se côtoie souvent sans se connaître, contrairement à ce que l'on voit dans les communautés plus petites. » Oui, il ne parle pas aussi, souvent des gens émigrent vers la campagne parce qu'ils n'ont pas réussi en ville aussi. Ouais. Ils n'ont pas réussi à s'adapter. Non, Là, mais réussi leur carrière professionnelle, leurs rêves, leurs C'est ambitions. loin, Tu sais, il y a un moment que tu lances la serviette et tu quittes pour un autre environnement. Ça, c'est ma présomption. Ouais. Là. Le docteur Béliveau continue en disant « Si l'on est si stressé aujourd'hui, c'est aussi parce que l'on vit dans une culture d'impatience. La plupart des gens sont fatigués, ce qui les rend impatients et irritables. Les réactions peuvent être plus violentes, moins accommodantes. À Bali, où j'ai voyagé, on ne voit personne se fâcher dans les énormes bouchons de circulation. C'est une question d'attitude, nous dit-il. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui importe, mais comment je le vis. » Oui, puis ils ont probablement des plus belles routes que les nôtres. Ça, c'est pas sûr. Ils ont des hivers moins durs aussi. Oui, puis il y a un phénomène aussi qu'on oublie, c'est que la population mondiale est en augmentation. On est beaucoup plus, là, puis on vit à 80% dans les villes. Oui, c'est vrai. Il y a M. Pierrick Plusquelec, que j'ai cité tantôt. Il nous dit « De plus en plus d'indices nous laissent croire que les polluants, dont certains ont une présence plus marquée en ville, ont un effet non seulement sur les stéroïdes sexuels, mais aussi sur les hormones de stress. Ils perturbent notre système et créent une augmentation de cortisol dans le sang, d'où un risque augmenté de stress chronique et de maladies associées métaboliques ou psychiatriques. L'effet serait particulièrement marqué chez les enfants et chez les personnes âgées. » En Allemagne aussi, on s'intéresse à la question. M. Andreas Meyer-Lindenberg nous dit de nombreuses maladies mentales graves sont plus fréquentes dans les villes que dans les campagnes. En Allemagne, par exemple, la dépression atteint 40% de citadins en plus. C'est beaucoup. La fréquence des troubles anxieux est augmentée de près de 20%.
Le risque de schizophrénie est encore plus fréquent pour les personnes qui sont nées dans une ville et qui y ont passé leurs premières années. On parle d'un risque de 2 à 3 fois plus élevé pour les enfants de la ville par rapport aux enfants de la campagne. Oui, il faut aussi dire que chaque pays a sa propre paramètre, mais quand on fonctionne dans certaines villes, puis les gens frappent le mur aussi. Il n'y a pas juste la ville, il y a aussi la façon qu'on fonctionne entre nous. C'est-à-dire la culture oui, du oui, pays. Puis la manière, nos valeurs, puis les paramètres. Oui, sûrement, oui. On nous dit que les contraintes liées à la vie urbaine induiraient même des modifications dans le fonctionnement du cerveau. En 2011, des chercheurs allemands et montréalais ont réussi à montrer, grâce à l'imagerie médicale, que les régions du cerveau réagissent différemment selon qu'on habite en ville ou à la campagne. Qu'ont-ils observé? L'amygdale, une zone du cerveau qui a notamment pour tâche de détecter les menaces, est très active chez les personnes vivant dans les grandes villes, soit 100 000 habitants et plus, et soumises à une situation stressante. Mais je vais poursuivre un peu plus tard. Oui, à l'Espresso allongé, le stress urbain, un beau sujet. Merci Pierre et demeurez avec nous à Folie douce. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Bienvenue encore une fois à Folie douce. Merci, tu nous amènes toujours des bons sujets. Alors, j'essaye. Ben oui, fait qu'on va voir aujourd'hui ce que tu nous amènes. En principe, c'est sur Facebook et les jeunes, mais en rapport avec la santé mentale. Alors, on a bien hâte de t'entendre. C'est souvent un questionnement qu'on se fait ici à l'émission, de dire où sont les jeunes, tu sais, les jeunes d'il y a 30 ans dans les organismes communautaires en santé mentale, les centres de jour, comme on appelle. Il y en a qui n'aiment pas le terme. Il y a moins de jeunes, je trouve, dans des organismes comme ça. Les technologies ont comme explosé. Il y a beaucoup plus de façons de communiquer. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la question Facebook? Bien, en fait, ton questionnement est intéressant, puis c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que, bon, notamment, selon plusieurs études, Facebook nuirait à la sociabilité des jeunes. Ouais. Donc, ferait en sorte justement que les jeunes s'isolent de plus en plus. Bon, c'est peut-être pas une surprise, mais c'est plus vaste et c'est plus important que qu'est-ce qu'on aurait pensé. Est-ce que tu savais qu'en 2016, Yvan, un des principaux stress d'un jeune, mettons, environ de 16 à 20 ans, c'est le nombre d'amis qu'il possède sur Facebook et le nombre de mentions j'aime qu'il aura dans une journée. Oui, je sais que les gens sont très, très accros, en attente, justement. Oui, ça, oui. Parce qu'il y a plusieurs études qui montrent justement que les jeunes de 18 à 34 ans sont beaucoup plus affectés par cette pression sociale-là que d'autres groupes d'âge. Donc, étant donné, évidemment, on comprend qu'ils sont, entre guillemets, presque nés avec un ordinateur dans les mains ou oui. un portable, c'est une pression sociale qui est omniprésente chez eux et qui générait apparemment un fort stress qui peut nuire considérablement à la santé mentale. Et Yvan, les femmes sont encore plus sensibles à la comparaison parce que ça crée en fait une notion de comparaison entre les gens. Le fait d'être sur Facebook, est-ce que ta vie va mieux que l'autre? Est-ce que tu as mieux réussi socialement? Es-tu plus cute? Ton chum est-tu plus beau? Et même, ça génère un stress quand, par exemple, on voit son ancien chum avec une nouvelle fille ou l'ex de... Alors, ça suscite le sentiment aussi de comparaison, ce qui serait pas bon pour la santé mentale et notamment pour l'estime de soi. J'ai lu d'ailleurs que souvent, sur Facebook, on met juste ce qui nous avantage en général. Donc, les gens qui sont à l'extérieur de ça pensent toujours que les autres ont une vie extraordinaire, tout va bien, ils font des voyages super, tout ça. Alors que les gens essaient d'embellir le plus possible qui ils sont. Dans le fond, c'est un peu ça aussi. Là. Fait que c'est pour ça que ça peut être déprimant pour quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur de ça, qui regarde cet effet-là là, sur... C'est spécial. Exactement. Puis, il y a des études qui mentionnent qu'il y a 42% des gens qui se disent, disons, malheureux, vont être encore plus malheureux en allant sur Facebook parce que, justement, Facebook, c'est comme un peu une loupe sur notre vie. Mais qu'est-ce qu'on fait normalement, en tout cas, à moins de cas extrêmes ou d'exception? On publie pas des choses qui vont nous faire paraître sur notre mauvais jour. Alors, si nous, on va sur Facebook et puis qu'il y a une journée où on est on vit une dépression, que ce soit une dépression passagère ou une dépression, et qu'on voit
tout ce monde-là qui ont l'air heureux, qui ont la vie parfaite, ça suscite un sentiment de dire, mais moi, je vois tout en noir. Je veux dire, moi, ma vie est noire, ma vie est sombre. Tout le monde, il est beau, il est gentil, tout va bien, sauf moi. Donc, ça peut créer un sentiment, effectivement, de dépression et de détresse. Oui. Est-ce que les jeunes, souvent, on se disait, les jeunes qui ont des problématiques de santé mentale, dans le temps, restaient, quand il n'y avait pas de technologie de ce genre-là, restaient chez eux, restaient chez soi, un peu isolés, un peu ruminaient un peu leurs problématiques. Alors que là, il y a une ouverture, il y a au moins ce côté-là qui est intéressant, qui peut au moins peut-être permettre de quelqu'un qui a peur de sortir, ben, au moins va quand même rentrer en contact avec différentes personnes. C'est quand même, ce point-là peut-être positif, mais il faut voir là, jusqu'à quel point ça peut se faire. Ben, en fait, comme tu le mentionnes, il y a deux côtés à cette médaille-là. Effectivement, il y a des études qui démontrent et des faits qui démontrent que plus un observateur est passif sur Facebook, plus le sentiment d'envie et de comparaison est exacerbé. Donc, il va être porté à se comparer, comme je l'ai dit, à recevoir de lui une image déprimante. Mais à l'inverse, plus il y a de gens qui sont sur Facebook et qui participent, qui sont donc moins passifs, qui font des j'aime, qui commentent, qui s'intéressent au statut des autres, ça peut créer, comme tu le dis, effectivement, un sentiment de communication, d'entraide. Ça peut, dans un certain sens, aussi bizarre que ça puisse paraître, favoriser l'isolement, autant que ça peut favoriser aussi le fait de rompre l'isolement. Donc, c'est une arme, si on veut, entre guillemets, à deux tranchants à ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'il y a des groupes, nous, on a une page sur Facebook au niveau de la santé mentale, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'activités de ce genre-là sur les problématiques sociales ou sur les... je me demande qu'il y en a, mais il s'agit de voir lesquels et dans quel pays, parce que c'est mondial et aussi Facebook. Bien, en fait, il y a beaucoup d'adolescents qui ont mentionné, qui ont témoigné du fait que, justement, les groupes Facebook, donc les pages Facebook, les mentions, les commentaires, les groupes, ça les aide à se tenir au courant sur certaines problématiques, comme par exemple les drogues, les maladies, les infections transmises sexuellement. Les maladies mentales, ça aiderait même à démystifier certaines problématiques de santé mentale parce qu'il y a certaines personnes aussi qui se sentent moins intimidées d'en parler de façon virtuelle dans un groupe avec des gens qui vivent les mêmes problématiques qu'en personne, par exemple, dans un groupe d'entraide où est-ce qu'on se parlerait, là, disons, one-on-one en bon français. Est-ce qu'il y a d'autres médias sociaux que toi, tu utilises un peu les médias sociaux aussi? Tu publies des choses. Est-ce qu'il y a d'autres médias sociaux qui sont aussi importants au niveau de peut-être ce qu'on parle au niveau de Facebook, mais est-ce qu'il y a d'autres médias qui peuvent aussi remplir une certaine fonction pour les jeunes, en fait, au niveau de la santé mentale? Bien, en fait, il y a notamment le média, en fait, le plus populaire chez les jeunes dont on parle, c'est de beaucoup Instagram. Hein. Donc là, les gens se sentent aussi, les adolescents peuvent se sentir valorisés en publiant des belles photos ou des photos de quelque chose qui les motive, qui les allume, même les plus vieux. Donc, tu sais, c'est un média aussi qui est différent, mais Instagram est de plus en plus prisé chez les jeunes. Et il y a même un autre média social qui s'appelle Snapchat, où est-ce que là, les jeunes peuvent échanger de façon très simultanée, mais la différence dans ce média-là, c'est que la publication ne reste pas. Donc, si on veut parler de choses de façon temporelle, ça nous permet d'évacuer puis d'en discuter. D'ailleurs, sur Snapchat, il me semble, c'est ça, il y a des jeux amusants là, où on peut regarder, par exemple, un écran, se faire ajouter des perruques ou faire un changement de visage quand on est avec une personne à côté de soi. Donc, ça peut être aussi une façon de rire un peu puis de briser l'isolement. Tu sais, les gens qui sont... c'est quelque chose qui coûte pas grand-chose, puis ça peut faire rire quelqu'un, puis ça peut justement peut-être briser la glace, justement, quand on parle d'isolement de personnes. Effectivement, vaut mieux rire que pleurer, oui. Hein, comme on dit. Il y avait une autre application, je pense que tu vas nous parler, à part dans les différents... à part Facebook, Instagram et Snapchat, il y a autre chose? Ben oui, Yvan, il y en a une quand même. Ben là, ça commence... En fait, les nouveaux médias, les médias sociaux, hein, ça arrive, puis tout de suite, ça s'effrite ou ça commence à être vieux assez rapidement, là, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais il y a Tinder, hein?
Tinder, la nouvelle application, où tu peux trouver des matchs à proximité, donc selon la zone géographique dans laquelle tu te trouves, etc. Ça, il y a des pour et il y a des contre. Hein. Il y en a qui décident finalement, et ils like des gens, ils aiment plus, et puis ça affecte leur ego, leur santé mentale, leur estime personnelle. Ils ont l'impression de dire, coudonc, même là-dessus, il y a des milliers, des millions de personnes, je trouverai jamais l'amour de ma vie, ou qui rencontrent ensuite des gens, puis que finalement, ça fonctionne pas du tout. Mais c'est le principe, en fait, du site de rencontre, mais en version complètement accélérée. Et en version publique, est-ce que c'est ça que je comprends? Je connais pas ce site-là, mais donc c'est un site de rencontre, mais tout le monde voit. C'est un peu ça, là. Selon tes critères, tu peux voir ce que tu veux. Selon la zone géographique, tu peux, en fait, aimer quelqu'un, ne pas aimer, selon des critères qui sont très établis, selon des paramètres. Donc, à ce moment-là, c'est, comme je te dis, une espèce de site de rencontre, mais version complètement accélérée, où est-ce que dans une journée, tu peux parler à comme des centaines de personnes. Là. Et tu peux être un héros au début de la journée, puis un zéro à la fin de la journée. C'est à peu près ça, oui. Ça peut être déprimant, effectivement. Ça peut être déprimant. Il y a un autre point sur Facebook que tu voulais parler, je pense, niveau Facebook. Oui, il y a un nouveau phénomène pour compléter un peu là, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Il y a maintenant la dépression Facebook qui toucherait principalement, encore une fois, les adolescents. Mais quand je parle d'adolescents, c'est aussi les jeunes adultes, donc ceux qui utilisent là, les médias sociaux le plus fréquemment. Et ce serait associé à une utilisation intensive des médias sociaux, donc exagérée, et qui se manifesterait exagérée encore là. Qu'est-ce que c'est pas? Bon, ça, c'est un autre débat. Mais ça se manifesterait exactement par les mêmes symptômes qu'une dépression, si on veut, traditionnelle. Oui. Donc, un manque d'intérêt envers les activités quotidiennes, une faible estime de soi, une fatigue, un manque d'appétit. Donc, les symptômes d'une dépression dite normale ou comme on connaît habituellement, pourrait se déclencher dû à une surconsommation de médias sociaux. Oui. Donc, voilà. C'est sûr que c'est un pensez-y-bien. Il faut quand même y aller avec, comme dans n'importe quoi, il faut quand même pas exagérer, je pense, le temps passé au niveau des médias sociaux. Ça, c'est tellement facile. On est continuellement sollicité. Hein, les alarmes, les petites alertes sur le iPhone, les messages qui popent un peu partout. Donc, notre cerveau est constamment là, à ce moment-là stimulé par ces choses-là. Donc, c'est facile de se laisser prendre, disons, dans un tourbillon là, d'alertes et d'informations et de messages qui proviennent d'un peu partout. C'est ce que moi, je suggère souvent aux gens qui disent « J'aimerais ça m'en défaire, mais je ne suis pas capable. » Donc, commencez par désactiver vos alertes. Ça va déjà bien. Vous allez pouvoir aller quand vous voulez prendre les alertes parce qu'on est toujours tenté de voir ce qui se passe. Alors, si on a moins d'alertes, on peut les enlever. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut les désactiver, mais ça se fait. Il y a ça, puis essayer aussi d'éloigner le cellulaire ou l'iPhone de soi Exactement. pendant la période de sommeil, pendant la nuit. Entre autres, question de ne pas faire tourner aussi en bourrique vos parents ou vos conjoints. Là, je veux dire, quand il y a une alerte en plein milieu de la nuit, même ça peut en fait nuire à une certaine stabilité et harmonie dans le couple. Oui, c'est mieux de fermer tout. C'est ça, il faut tirer la plug, comme on dit. En terminant, tu veux nous dire aussi qu'il y a des plateformes, je pense, qui existent, qui peuvent reconnaître des signes, par exemple, quelqu'un qui est suicidaire ou déprimé sur le web. C'est quand même, c'est un outil intéressant, là. Mais tout à fait, hein, parce qu'il ne faut pas démoniser, si on veut, les médias sociaux. Il y a comme autant d'avantages que d'inconvénients, sinon on pourrait dire même des fois plus, ou en tout cas ça dépend de notre perception des choses. Mais il y a des plateformes, dont aussi Facebook, qui pourraient être utilisées, notamment pour identifier des jeunes à risque de dépression et même pour la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale. Ouais. Donc, il y a plusieurs spécialistes qui soulignent que les jeunes qui reçoivent de l'appui de la part de leurs amis aussi et qui vont chercher de l'information, qui sont identifiés comme étant peut-être problématiques à ce niveau-là, peuvent être aidés grâce aux médias sociaux. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut tenir en compte aussi dans la recherche et dans la façon dont on va les utiliser, même en termes préventifs et en termes de thérapie, si on veut, de certaines problématiques de santé mentale. Il faut être à l'affût, en fait, comme utilisateur, effectivement, si on a des gens dans notre entourage qui... faut faire quelque chose, parce que souvent, le signe se donne là, puis on se dit, il n'y a pas eu de signal, mais il y en a, en fait, on peut vraiment lire entre les lignes. Tout à fait, dans des chats, dans des échanges, dans des messages, des messageries, sur des sites. Donc oui, c'est une façon de
rester à l'affût. C'est sûr qu'on ne peut pas tout voir, encore une fois, parce qu'on s'entend que c'est extrêmement vaste. Mais si ce n'est qu'une personne dans notre entourage qu'on peut aider, qu'on peut, entre guillemets, soutenir, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Ève, en terminant rapidement, l'adresse à laquelle tu fais ton blog, où est-ce que c'est sur Internet? Bien, avec grand plaisir. Donc, pour les gens qui sont intéressés à m'écrire, me poser des questions ou tout simplement prendre connaissance de certains textes, vous êtes invités à visiter le www.casse-tête avec un trait d'union, .simplecite.com. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre et que vous me lisiez et puis qu'on puisse échanger ensemble. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Merci, Yvan. Bonne À la journée. prochaine. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant avec le bloc Espresso allongé. Le sujet entamé plus tôt, le stress urbain. Pierre et Ghislain étaient d'ailleurs avec nous. Alors, tu as commencé ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as à rajouter sur... Oui, bien, je vais continuer ma lecture. C'est un article écrit par Mme Sophie Allard, qui est journaliste à la presse, qui avait sorti cet article sur le stress urbain. Et je continue en citant M. Andreas Meyer-Lindenberg. Il est directeur de l'Institut de santé mentale de Mannheim, en Allemagne, parce que les Allemands s'intéressent à la question eux aussi. Il nous dit que les causes de dysfonctionnement liées à la ville ne sont pas claires. Plusieurs chercheurs montrent du doigt le stress social, mais il est trop tôt pour établir le ou les coupables. N'est-ce pas plutôt l'isolement ou le bruit? D'autres expériences avec imagerie sont nécessaires. Il nous dit près d'un tiers des cas de schizophrénie pourraient être évités si davantage de personnes vivaient dans un environnement rural. Évidemment, il ne s'agit pas de vider les cités, mais d'essayer de mieux organiser l'espace urbain pour qu'il soit le plus stimulant possible pour la santé psychique. Mais est-ce que l'ennui, des fois, de la campagne ne peut pas amener la schizophrénie pareil? Ça peut être des fois ennuyant et vide d'activité. Bien, je ne pense pas que l'ennui puisse amener à la schizophrénie, mais ça peut mener à la dépression, peut-être. Oui, et souvent, le vide d'activité en campagne, des fois, tu n'as pas grand-chose à faire. Oui, mais ça dépend des personnalités aussi. Puis la campagne, des fois, ça nous ramène à la nature, ça nous ramène à notre propre nature. Peut-être ça calme aussi. D'accord. Je vais vous lire maintenant 10 trucs et astuces proposés par le docteur Robert Béliveau, qui est omnipraticien et animateur d'ateliers en gestion de stress. Pour réduire le stress? Pour réduire le stress urbain. Oui. Il nous propose premièrement de s'arrêter. Il nous dit, pour prendre la mesure de son niveau de stress, il faut savoir s'arrêter. Si on file la pédale au fond sans s'arrêter, on ne sait plus ce que c'est que d'être calme et détendu. Deuxièmement, il nous propose d'apprendre à se connaître. Il nous dit qu'il faut savoir ce qui nous dérange. Est-ce l'imprévisibilité, la nouveauté, l'absence de contrôle, la menace à l'ego? Troisièmement, respirer. Il nous dit, au lieu de rager dans la file d'attente au Costco, moi, je ne vais pas au Costco, je ne sais pas s'il y a de longues files d'attente. N'importe quel supermarché un samedi. Oui. Alors, au lieu de rager contre la file d'attente ou dans un bouchon de circulation ou devant la photocopieuse que monopolise notre collègue, on en profite pour respirer. On ferme les yeux et on se concentre pendant 3 cycles respiratoires. Quatrièmement, contempler. Avant de partir le matin, je reste souvent immobile, nous dit le docteur Béliveau, 2 ou 3 minutes sur le seuil de ma porte ouverte. Je prends le temps de regarder dehors, j'observe la lumière, je ressens la température sur ma peau. Oui, mais si tu restes devant une grosse usine qui sort des cheminées avec de la nuage noir. C'est moins possible. Cinquièmement, se lever plus tôt. Le docteur Béliveau nous dit, afin de ne pas être à la dernière minute et de courir inutilement, on peut se lever plus tôt pour avoir le loisir de prendre son temps. Oui, les gens ne se lèvent pas déjà bien de bonne heure pour partir, pour éviter les bouchons de trafic. Je le comprends là-dessus, prendre son temps. Tu sais, des fois, les gens vont penser que c'est une perte de temps, mais en réalité, c'est pas une perte de temps parce qu'on va être justement moins stressé pour la journée. Exactement. 6e point, profiter de la nature. Le docteur Béliveau nous dit, il y a trop de ciment en ville et pas assez de nature. C'est vrai. Alors, quand c'est possible, on va marcher dans les parcs, on rencontre la verdure.
Ça, c'est un problème d'urbanisme, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais on est chanceux à Montréal, on a une belle montagne gratuite qui est super. On a quand même en Amérique du Nord une bonne ville. Mais les bons urbanistes le savent, ça prend des espaces verts. Il faut qu'ils pensent à ça. 7e conseil du Dr Béliveau, il nous dit on ne mange pas à son bureau et on savoure ce qu'on a sous la dent. On devrait voir l'heure du lunch comme un moment de ressourcement. On ne parle pas du boulot. Si on a le temps, on va marcher dehors. On peut marcher rapidement, mais on peut aussi ralentir la cadence. Malheureusement, il y en a qui ont juste une demi-heure de repas. Oui, c'est vrai. 8e point, bouger. Il nous dit on porte beaucoup de stress, on vit des agressions, des demandes, des échéanciers. Pour brûler l'adrénaline qu'on accumule, on fait du sport. 9e point, favoriser les rencontres. Il nous dit ce n'est pas tout de rencontrer les gens. Encore faut-il apprendre à les connaître et à se laisser connaître, être transparent. C'est vrai pour les voisins comme pour les collègues. Et finalement, 10e point, 10e conseil du Dr Béliveau, il nous dit vivre la ville. Il nous dit c'est agréable de vivre en ville. On ne doit pas l'oublier. Il y a une diversité, une culture fabuleuse. Il faut savoir savourer ce bonheur de la vie urbaine et apprendre à vivre avec les inconvénients. Ce n'est pas désespérant, nous dit-il. On peut vivre une très belle vie en ville. Oui, effectivement. Puis tous les services, puis il y a des quartiers extraordinaires, le Myland, entre autres, où on enregistre. C'est vraiment... Puis il y a un des graves problèmes aussi, c'est les disparités économiques présentement qui s'agrandissent. C'est vrai qu'en ville, il y a beaucoup de choses. Toi-même qui se promène beaucoup, qui arpente un peu les rues du Grand Montréal. Ça peut être stressant. La déception, c'est de beaucoup de choses. Ça, c'est l'ego, mais ça fait partie de la vie. Merci beaucoup, Ghislain. Merci, Pierre. C'était donc le stress urbain à Folie Douce. Folie Douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous allons terminer ce rendez-vous de Folie Douce avec la nomenclature des chansons. Alors, Ghislain Malo, en début d'émission, on a entendu « Ne me dis pas ». De Dumas. Oui, on a pu entendre « Je nous vois ». Oui, d'un groupe français qui s'appelle The Pirouette. Oui, on a écouté en deuxième demi Cahiers Canada. Oui, de Patrice Michaud. On connaît bien la petite école. Oui. Canada. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les écoles. On a écouté à l'instant « Laisse-moi lousse ». Oui, de Hugo Lapointe. Et voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci pour ta participation également à l'émission. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci pour les blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as parlé du stress urbain avec plusieurs trucs d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir des trucs pour éviter justement ce stress-là. Je remercie notre invitée en début d'émission, Annie Bossé, qui nous a parlé du projet Baromètre et de l'expérience qu'elle a eue en France par rapport à ce projet-là. On avait en début de deuxième demi notre collaboratrice F. Cardinal qui nous a parlé de Facebook et des nouvelles applications en santé mentale bien sûr. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Bop